nous avons vu tous les éléments pour définir précisément l'algorithme complet d'un arbre de décision, de la construction de l'arbre à la prédiction. L'algorithme d'un arbre de décision est décrit comme suit. Tout d'abord, une procédure permet de construire l'arbre. Cette procédure prend en entrée un jeu de données et un critère d'impureté. Dans chaque cellule de l'arbre, la coupure maximisant une réduction d'impureté basée sur le critère d'impureté en entrée de l'algorithme est sélectionnée. Cette coupure est ainsi le meilleur couple direction de coupure, position de coupure au sens du critère de réduction d'impureté. Cette étape va ensuite être répétée dans chacune des cellules de l'arbre jusqu'à ce qu'un critère d'arrêt soit vérifié, typiquement jusqu'à ce que chacune des feuilles contienne une seule observation. C'est le réglage par défaut des hyperparamètres qui conduit à un arbre de décision complètement développé. Une étape d'élagage est ensuite appliquée. Elle prend en entrée l'arbre de décision complètement développé, précédemment construit, le jeu de données et une mesure d'impureté. Deux stratégies d'élagage peuvent être utilisées. Une méthode basée sur l'erreur calculée sur un jeu de données externe, Reducing Error Pruning, ou une approche de pénalisation, Cost Complexity Pruning. Un arbre de décision élagué, c'est-à-dire un sous-arbre ayant une profondeur plus faible que l'arbre initial, est produit. Cet arbre est utilisé pour la prédiction. Pour prédire la valeur en un nouveau point d'entrée, on place ce point à la racine de l'arbre. Ce point parcourt l'arbre jusqu'à atteindre une de ses feuilles. La prédiction résulte alors d'un vote majoritaire en classification ou d'une moyenne en régression. Voici le résumé du processus de construction d'un arbre de décision. Voyons maintenant les avantages et les inconvénients à utiliser un arbre de décision. Les avantages sont nombreux. En effet, les arbres peuvent être utilisés en régression et en classification. Ils permettent de traiter des données d'entrée à la fois continues et discrètes, sans pré-traitement complexe de ces variables, à l'exception des variables discrètes nominales pour lesquelles un encodage spécial, target encoding si possible, one-hot encoding sinon, doit être utilisé. Un arbre est également interprétable, puisqu'il est assez facile d'afficher et de comprendre le processus de décision permettant d'aboutir à la prédiction. Il suffit pour cela d'afficher la structure de l'arbre. Attention toutefois, si l'arbre contient un grand nombre de coupures portant sur un grand nombre de variables, il peut être difficile à interpréter. Les arbres sont également invariants par transformation monotone de chacune des variables d'entrée. Ils ne nécessitent donc pas de renormaliser les données, les performances prédictives ne dépendent pas de l'échelle des données. Des procédures au sein des arbres sont également disponibles pour traiter le problème des données manquantes, couramment présent en pratique. En effet, il est possible que la totalité des variables ne soit pas mesurée pour chaque observation, on parle alors de données manquantes. Malheureusement, beaucoup d'algorithmes nécessitent des données d'entrée complètes. Ce n'est pas le cas des arbres de décision qui peuvent traiter nativement les données manquantes. Les arbres sont également peu coûteux computationnellement, la procédure d'apprentissage étant de l'ordre de n d log n, où n est le nombre d'observations et d le nombre de variables du jeu de données. Les arbres contiennent une procédure de sélection de variables, la procédure de sélection des coupures, permettant d'identifier les directions les plus pertinentes pour la prédiction. Ils ont ainsi de bonnes performances dans un contexte de grande dimension lorsque le nombre de variables d'entrée est élevé. Malheureusement, les arbres sont peu robustes à des changements dans les données. Une petite variation du jeu de données d'entraînement peut conduire à une variation assez conséquente de la structure de l'arbre, mais également à des variations dans les performances prédictives de l'arbre. Cela est dommageable lorsqu'on cherche à comprendre et à appliquer cette méthode en pratique. En effet, il est courant de collecter davantage de données et de réentraîner la méthode en fonction des nouvelles données à disposition. Dans ce contexte, il serait préférable que la structure de l'arbre ne change pas radicalement entre deux entraînements successifs. Les arbres sont également relativement peu performants par rapport à d'autres méthodes en termes de capacité d'approximation. Un arbre construit une partition de l'espace d'entrée, l'estimateur produit est donc constant par morceau. N'importe quelle fonction assez régulière peut être approchée par une fonction constante par morceau, mais une erreur d'approximation subsiste en général. Cette erreur peut être assez élevée si la fonction varie beaucoup et que la partition contient peu de cellules. De plus, il n'y a aucun phénomène de régularité entre les prédictions dans les différentes feuilles, ce qui signifie que deux feuilles adjacentes peuvent prédire deux valeurs extrêmement différentes. Dans certains contextes dont on sait a priori que la fonction est régulière, par exemple dans des problèmes physiques, biologiques, appliquer un arbre de décision conduit à une prédiction constante par morceau qui ne respecte pas la régularité du problème. Pour résoudre ces deux problèmes, nous pouvons nous tourner vers des méthodes d'ensemble basées sur les arbres, comme les forêts aléatoires ou le boosting d'arbres. C'est l'objet du prochain module.